Le Japon est détruit. Guerre, virus, corruption, famine. Ce qui reste, ce sont 3 royaumes qui se haïssent comme tout, qui se haïssent comme chaque. Et en plus de ça, un homme convaincu qu'il est capable de les unifier. Sans armée, sans pouvoir, juste avec ses mots et sa tête. Est-ce qu'on est là sur un scénario très ambitieux, l'un des scénarios les plus ambitieux dans ce sens qu'on a vu depuis Code Geass? Salut les potos, aujourd'hui nous allons parler de Nippon Sengoku, un animé très intéressant qui est diffusé actuellement sur Amazon Prime, et à l'heure où je tourne la vidéo on est à 5 épisodes et franchement j'ai regardé les 5 épisodes et ils sont vraiment très sympas. Assez pour que je fasse une vidéo dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles revenir par rapport à cet animé là qui honnêtement te fait beaucoup réfléchir. Si vous êtes prêts, je suis prêt. C'est parti pour la vidéo. Alors en fait déjà le pitch en lui-même il est assez intéressant. Il est assez intéressant dans le sens où on est dans un retour en arrière. On est dans un setting où tout en fait a déjà été accompli au niveau du développement, de l'émancipation, que ce soit économique, culturel, au niveau des infrastructures. Puis boum, une catastrophe fait un pas en arrière de genre carrément peut-être 500 voire 600 ans. Et du coup dans ce setting là en fait scénaristique, c'est que il y a un problème, un réel problème en fait qui a fait reculer le Japon totalement. Et le pire, c'est qu'on est dans un Japon qui n'est pas du tout uni. Il est divisé en 3 royaumes. 3 royaumes qui en veulent que pour leur gueule et qui sont prêts à se faire la guerre tout le temps. Qui ont des idéologies totalement différentes et qui ont pour ambition chacun de régner sur les 2 autres. Et dans tout ce micmac là, il y a un homme, Aoteru, qui pense que lui est capable de réaliser ce qui n'a pas été réalisé en fait en 100 ans depuis cette rupture là, c'est l'unification de ces 3 royaumes pour redonner au Japon sa gloire d'avant. C'est intéressant, plus intéressant encore quand on voit en fait le personnage Aoteru, qui il est en lui-même. Mais avant d'aller sur Aoteru bien évidemment, faut quand même qu'on parle un petit peu du setting unique de l'anime. Déjà en fait le setting est assez sympa. Quand je parle de setting, je parle vraiment de tout ce qui est graphique, de tout ce qui est infrastructure et tout. Là on est sur des infrastructures modernes. On est sur des bâtiments modernes, on a de longs poteaux avec des câbles téléphoniques parfois, t'as des infrastructures japonaises comme la Tokyo Tower, il me semble que j'ai vu dans un épisode qui est déjà là. Mais les gars se comportent encore comme si c'était en fait 500, 600, 700 ans en arrière. Ils se promènent avec des chevaux sur du béton. En fait, il n'y a pas vraiment de voiture à proprement parler. C'est vraiment genre des chevaux. Encore, peut-être que je me trompe, j'ai pas vu de voiture. C'est vraiment des carriages et tout. Ils se comportent comme des samouraïs. C'est-à-dire que t'as... Parfois, oui, non, je pense qu'ils ont utilisé des guns. Ouais, ils ont utilisé des guns. Mais c'est plus vraiment des combats à l'épée. T'as l'empereur, t'as encore cette monarchie là qui est vraiment très persistante. T'as pas de premier ministre. Hein. Et la tenue même est différente. Pas de kimono, rien. T'as vraiment des manteaux de fourrure ultra stylés. T'as des mecs qui ont des tatouages limite. On est vraiment en fait dans un setting moderne, mais avec une histoire qui se raconte, si tu veux, au Japon féodal. C'est ce qui est intéressant et qui démarque déjà Nippon Sengoku de plusieurs autres animés, c'est qu'il applique un anachronisme qui est, si tu veux, le fait de placer un certain objet, personne ou événement en dehors de son contexte temporel normal. Un anachronisme qui est assumé. C'est pas une erreur scénaristique, non. Enfin, après je me dirais c'est une erreur scénaristique vraiment, franchement, mais c'est vraiment assumé, et c'est assumé à la perfection. C'est comme ça et c'est l'un des moteurs en fait de l'histoire. Puisqu'on est dans le setting, autant commencer à parler un peu de la direction artistique de Nippon Sengoku. Alors, la première des choses qui a retenu mon attention personnellement, c'est le premier épisode qui avait un début assez, je vais pas dire chaotique, mais assez bizarre parce que t'avais beaucoup de successions d'images par-ci, par-là, je savais plus où mettre la tête et parfois c'était quand même un peu difficile à suivre parce que un coup on te remonte à Aoteru qui parle avec sa femme, un Aoteru qui va se marier, tu vois, en fait on a un peu précipité ce que j'aimerais appeler le prologue du personnage, mais en plus ça a été précipité, mais en plus c'était avec des successions d'images vraiment rapides et puis c'était quand même dur à suivre. Par contre après ça, on est revenu sur un rythme un peu plus normal et là vraiment c'était agréable à regarder. Agréable dans le sens où ce premier épisode là en fait a manqué de couleur à un moment donné. Et c'était pas pour rien. C'était pour nous montrer en fait le drame. Déjà le drame que constitue le setting actuel, puis le drame qui allait arriver par la suite. Et quand ce drame est arrivé, on y reviendra bien évidemment. On a vu qu'il y avait absolument pas de couleur excepté le rouge sang. Très belle manière de mettre l'emphase en fait sur le poids
que la scène là a eu, le poids moral et mental que cette scène là pouvait avoir, parce que rouge dans un contexte de blanc et noir, genre, ça frappe quoi, on sait qu'il y a un truc de mal qui se passe, mais tu le vis 2 fois plus, surtout encore que techniquement pour certaines personnes, on ne s'y attendait pas forcément, mais bon, ça aussi j'y reviendrai après. Puis après, bien sûr, les autres épisodes d'adaptation, tu sais qu'elle est vraiment sympa. Et j'aime bien aussi le fait que il fasse ça va être découvrir ces techniques de dessin là dans les webtoons, mais le fait qu'ils mettent un peu de rose sur le nez des personnages, juste pour signifier le fait que bon, l'un est un peu rosé parce que pour dans un univers où il fait quand même froid, encore une fois. Maintenant, esthétiquement parlant, esthétiquement parlant, c'est vraiment sympa. Alors, j'ai pas encore eu d'OST qui m'a vraiment marqué, à part l'ending, qui je trouve est vraiment très beau, mais franchement, je l'ai eu en boucle pendant un bon moment quand même. Mais oui, esthétiquement parlant, on est vraiment très bien, on est vraiment très bien servi. Excusez si j'écorche mal son nom, c'est Kelvin Penkin qui a travaillé sur Made in Abyss, qui est à la baguette pour les OST de Nippon Sengoku. Et franchement, les OST sont vraiment très sympas. Pour le coup, rien à dire. Surtout la caméra. La caméra, je trouve qu'elle ne s'arrête jamais. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais peut-être la caméra, elle ne s'arrête jamais. Plan, des plans par-ci, des plans par-ci, surtout les actions dynamiquement, c'est aussi beau. C'est un anime où j'ai pas encore vu trop de combats, mais je me dis quand on aura des combats, franchement, on sera servi. On sera vraiment très bien servi. Alors, c'était peut trouver que le fait que la caméra bouge tout le temps peut être saoulant, mais personnellement, moi, en tout cas, pour le moment, ça va. Je suis quand même très bien choyé, là, niveau caméra. En fait, visuellement, Nippon Sengoku ne ressemble à rien de ce qu'on voit en ce moment. Clairement pas. Les autres paysages, beaucoup d'autres animés se ressemblent par-ci par-là niveau graphique. C'est déjà une raison de s'y intéresser. En vrai, juste ça. Aoteru. Bien sûr, comment parler d'un animé sans parler de son personnage principal, Aoteru. Un personnage vraiment assez complexe en vrai. Si on le voit comme ça dans l'animé, si tu le vois comme ça, étoile 3, 4, tu vas le voir comme étant un bureaucrate, un gars qui semble tout connaître, comme on dit chez moi, il connaît papier. Quand il parle, il a une certaine éloquence qui montre qu'il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit, tu peux pas en fait le désorienter. Genre, si tu veux essayer de le perturber par rapport à ce qu'il dit, best believe qu'il ne sera pas désorienté parce que il est quasi incollable sur ce qu'il te dit. Combat avec des faits. Il te combat pas seulement avec la parole et l'éloquence. Il a des faits pour back up ce qu'il dit. Et ça, c'est très intéressant. Ah, c'est pas un guerrier, tu vois, justement, c'est pas un guerrier, c'est pas un génie du combat, tu le mets devant n'importe qui, il se fait ramasser 99% du temps. Mais c'est un gars, en fait, il a la tête. Et c'est ça, en fait, son arme, son intelligence et sa culture. Le fait qu'il soit un érudit, c'est ça qui fait sa force. Et ça, c'est très intéressant déjà pour un personnage. Et c'est intéressant parce que sa référence intellectuelle, c'est justement Sun Tzu qui a écrit l'art de la guerre, pour ceux qui connaissent. Ce que ce livre en fait enseigne, c'est que la même manière pour en général de gagner un combat, c'est sans combattre. Alors si tu as des manières de remporter un affrontement sans avoir à aller justement à l'affrontement, alors c'est mieux d'utiliser ces manières-là pour pouvoir éviter l'affrontement. Le moins tu gagnes tes combats en combattant, le mieux c'est en fait. Et du coup c'est ces principes-là que si tu veux Aoteru suit. Et on y reviendra encore à plus tard, quand on parlera un peu de ce qui a déclenché tout ça, c'est le principe là qu'il a appliqué à ce moment-là. Et c'est ça, moi, qui m'avait vraiment dérouté quand j'ai vu le premier épisode. Un mec qui ne cherche pas à écraser ses ennemis, hein. En vrai, non. Il cherche à les rendre, genre, inutiles. Il cherche à les faire taire, en fait. Les vaincre à un point où ils ne puissent plus ouvrir leur bouche pour dire quoi que ce soit. Bon, c'est un peu dire que, on dirait qu'il a la réponse à tout. On dirait que il peut pas, en fait, perdre et on dirait qu'il maîtrise tout. Et en même temps, à ça, j'aimerais donner 2 réponses. La première, bien sûr, oui, c'est un animé, et puis voilà, quoi. Faut s'attendre à ça aussi. Mais la deuxième, c'est que, non, pas forcément. Parce qu'il y a des fois où lui-même se remet en cause. Alors oui, il semble tout connaître, mais il y a aussi ce truc de Aoteru où il se remet beaucoup en question et en réfléchissant, en fait, il arrive à trouver la solution à son problème initial. Alors, je pense pas que c'est qu'il a réponse à tout, mais je pense que c'est un personnage qui a quand même beaucoup de répartie. Surtout considérant le fait que lui, son pouvoir, justement, c'est le verbe, la parole et les faits. Maintenant, le moteur émotionnel de Aoteru. Par contre, ça a commencé, c'est sa femme, Saiki. Et là, c'est intéressant parce que Saiki, c'est un personnage qui n'a pas fait long feu dans la série, malheureusement, parce qu'elle servait de moteur pour Aoteru. Saiki, elle était là, elle est la courageuse du couple. C'était elle qui était vaillante, téméraire, c'était elle qui allait à l'affrontement. Alors que Aoteru, en fait, lui, bon, voilà, quoi. Lui, du moment qu'il peut éviter l'affrontement, la confrontation, comme c'est pas le genre de mec qui confronte, en gros. En gros, un petit exemple banal. Si, par exemple, sa commande de McDonald's, elle est mauvaise,
bah c'est qui ira dire à service, t'as foiré la commande de mon mec, reprends ça. Alors que Aotero, lui, s'il était seul, il se serait dit, bon, vas-y, t'inquiète, je vais juste prendre le son du puis voilà quoi, c'est comme ça. Elle représente tout ce que Aotero n'est pas. Et la fois, à un moment même donné le charrie en mode, tu sais, si tu étais un peu plus courageux, ça serait bien et tout. Elle charrie très souvent comme ça. Et comme par hasard, ironie du sort, ce courage-là qu'il a apporté à sa perte. Et moi, perso, je le voyais venir. Je le voyais venir à des kilomètres. Que la pauvre, sa équipe, bon, voilà quoi, elle n'allait pas finir le premier épisode. Parce que, je m'excuse, mais elle était un peu trop agitée. Elle était un peu trop agitée pour le contexte où on est là. Le contexte marginaliste. Un contexte où le citoyen lambda, dès qu'il fait un petit truc comme ça, boum, c'est fini. Elle, c'est toujours elle qui prend les devants. Don't get me wrong. C'est pas mauvais en soi. Non, pas du tout. Mais, pour sa place et sa position, honnêtement, c'était un peu chaud. Tu sais clairement que elle n'allait pas faire l'enfant. Malheureusement, le pauvre Aotero, la scène poignante qui justement est le point de départ du personnage, c'est chaud. C'est chaud. Le fait de voir ta femme... en fait, le fait de voir les restes de ta femme, en fait. Et c'est là que moi, j'ai été, en fait, pris au dépourvu. Parce que, ok, je me préparais à ce que sa femme se fasse... réprimandé au point de perdre sa vie. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi corps pour commencer. Mais bon, là, on connaît pas le problème. Mais la réaction d'Aotero. Parce que, en un instant, il s'est dit, vas-y. Et si je me vengeais? Et si je faisais comme tout le monde, si je faisais comme l'anime classique, où je décide de me venger sur place, où je décide, en fait, de préparer une vengeance, de plotter une vengeance et tout. C'est normal. C'est le scénario normal d'anime. C'est le plot d'anime classique, normal. Mais non, Nippon Sengoku ne veut pas être un anime classique. Et c'est là qu'ils m'ont eu. Aotero, pendant un moment, pense à la vengeance. Et après, en même temps, ils se ravissent. Et commence par parler juridiction avec le gouverneur Taira. Le gouverneur Taira, dont on parlera plus tard aussi. Il parle juridiction avec lui. En mode, je veux comprendre pourquoi est-ce que ma femme a été ce truc-là. Et par sa force de parole, par son éloquence, et surtout par sa connaissance de la loi, il réussit quand même à s'en tirer avec l'intendant du gouverneur Taira qui se fait aussi exécuter, juste par sa force de parole et par sa connaissance de la loi, parce qu'il a pu démontrer que oui, sa femme a été fautive, ce qui, du coup, lui a valu sa peine capitale, mais en même temps, l'autre aussi n'est pas innocent, et si sa femme a été exécutée, l'autre aussi doit être exécuté. Juste passé bon là, il a réussi. Ça, c'était vraiment très beau. La scène, elle était vraiment très impactante, surtout avec l'ending justement qui jouait pour la première fois, et du coup, c'était vraiment... L'ending mélangé avec la scène te donne un petit cocktail mélancolique où tu le vois en fait battre un peu le gouverneur Taira si tu veux à son propre jeu. Et le faire quelque chose d'incroyable. Il refait la même chose encore après pour son examen d'entrée dans la garde de Ryumon, où banalement en fait il lui fait s'agenouiller. En fait c'est là en fait tu comprends que c'est un personnage qui va baser son courage. Il va respecter la volonté de sa femme, mais à sa façon. Devenir éloquent, devenir un érudit au point où il pourra plier tout le monde sous sa volonté. Il ne va pas chercher à se venger à Aotero en soi, mais il va plutôt chercher à corriger le monde. Le monde cruel dans lequel il vit, il va chercher à le corriger. Et pour le corriger, ce monde passe par unifier les trois nations. Et il va le faire. C'est un rêve très ambitieux. Quand tu vois Kingdom, genre unifier les 6 royaumes de Chine là, ça se fait par la guerre et par le sang. Clairement. Et quand tu reviens ici aussi, quelqu'un comme ça, un bureaucrate qui veut réaliser ce fait-là, sachant comme à quel point les 3 nations sont dangereuses, ne serait-ce que militairement, lui, il veut prendre la voie de la discussion, de la bureaucratie, pour pouvoir soumettre les 2 autres nations, ou les 3 nations du coup, et les unir. Très ambitieux. Et du coup, je veux comprendre comment ça va finir. Je veux comprendre comment est-ce qu'il va le faire, comment est-ce qu'il va réussir, comment est-ce qu'il va arriver à faire cette signification-là. Genre, je veux voir en fait par quel moyen. Alors oui, bien sûr, scénaristiquement, il y aura des moments où il y aura des trucs complètement tirés par les cheveux. Mais j'espère quand même qu'on va quand même rester dans la mesure du rationnel. Pour résumer tout ce blabla là, en fait, Aotero n'est pas dans une quête vengeresse en soi, mais en fait, il est dans une quête de transformation politique pour honorer sa femme. Il ne veut pas venger sa femme en soi, il veut plutôt l'honorer, lui montrer que lui aussi est capable de faire preuve de courage. Et lui, sa preuve de courage, c'est de s'attaquer à un truc beaucoup plus grand que ce à quoi sa femme serait imaginé que Aotero s'en prenne, c'est-à-dire le régime politique total dans lequel ils vivent.
Aoteru veut le changer pour faire honneur à sa femme. Les thèmes, la rhétorique comme pouvoir. La plupart des animés, le pouvoir, en fait, c'est la force, la détermination, tu vois. Nippon Sengoku, c'est pas un shonen classique. C'est un seinen. C'est un animé pour adultes qui veulent réfléchir, qui veulent penser. Nous sommes sur un pouvoir qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, nous sommes sur un pouvoir qui consiste en la capacité à convaincre ton interlocuteur, à convaincre celui qui est devant toi. Et petit à petit, en fait, c'est en convaincant ceux qui sont devant toi que tu réussis à gravir les échelons pour pouvoir atteindre ton objectif suprême. Les mots construisent les empires, mais peuvent aussi les détruire. C'est sur ce prédicat, en fait, que la série veut se baser. La force ne réside pas probablement dans la violence, mais dans la capacité à subjuguer son adversaire sans confrontation. Regardez par exemple Death Note. Light, parfois il gagne avec de l'information et de la manipulation, pas avec la violence. Je me demande si Light a déjà porté un coup de poing une fois, ou dans Code Geass. Alors oui, le louche, il a le Geass, mais en même temps aussi, tu vois, parfois il a vraiment utilisé des stratagèmes de manipulation aussi pour arriver à ses fins, tu vois. Et c'est ça en fait aussi la même chose avec Nippon Sengoku, c'est que le mec va pas utiliser de la force pour arriver à ses fins, loin de là. Lui, ça va être juste la parole. La corruption du pouvoir. Et donc là, c'est intéressant parce que pas seulement Aoteru utilise ça, un autre personnage de Nippon Sengoku utilise cette force-là de pouvoir parler, de pouvoir subjuguer les gens avec la parole, c'est le gouverneur Taira. Alors oui, on dira que le gouverneur Taira, c'est parce qu'il a des liens familiaux avec l'empereur. Je sais pas si c'est ça, mais c'est un des enfants qui a épousé la fille de l'empereur, un truc comme ça. Bref, il a un truc qui lui permet de tenir la famille impériale par les balls. Sauf que c'est pas juste ça son pouvoir. Il dit rien de sérieux à le gouverneur Taira, mais il le dit avec une telle manière en fait qui fait qu'il arrive à persuader qui veut l'entendre. Après, qui veut l'entendre, généralement c'est l'empereur, et vu qu'il ne tient déjà pas les balls, ça passe, tu vois. Et quand il y a eu cette confrontation là avec Aoteru au premier épisode, le gouverneur Taira, c'est pas forcément quelqu'un qui est vraiment juste mauvais et qui n'assume pas. Il est mauvais et il assume, mais c'est parce qu'il sait que derrière il a la capacité de se défendre. Il se sent intouchable, mais c'est parce qu'il a réussi en fait à subjuguer tous ceux qui sont supposés le contrôler. Il a réussi en fait à les mettre sous sa domination à lui, juste avec comment il est et avec sa manière de parler en fait. Et lui, il représente en fait, encore un autre terme, c'est le pouvoir corrompu. Déjà, tout est corrompu en fait. C'est genre, il est l'incarnation même de cet animal du pouvoir corrompu. Tout ce qu'il dit passe au niveau de l'empereur. Et là, on n'est même pas sur une corruption d'argent comme on la connaît, non, pas du tout. On est vraiment sur une corruption mentale, psychologique. Ou parce que tu maîtrises telle personne de la famille impériale, tout ce que tu dis passe. Et quand tu le vois, en fait, ce qu'il dit n'est pas forcément sérieux, hein. Moi, quand je l'ai vu parler là, il y a des trucs où il sait qu'il a tort, mais c'est parce qu'il s'en bat les steaks et que c'est ce que lui dit qui passe, et pour le plaisir de ça, il va subjuguer l'empereur à ses bons vouloirs, et du coup, l'empereur va prendre des décisions qui vont mettre en péril la nation actuelle, tu vois. L'embodiment même du pouvoir corrompu, le gouverneur Taira. Bien sûr, c'est peut-être un peu exagéré, hein, peut-être, ou pas. Mais est-ce que ce n'est pas là, on n'est pas là sur une représentation de ce qui se passe dans nos pouvoirs actuels? Peut-être aussi, hein. Peut-être aussi. Et surtout, le gouvernement qui est là, qui taxe, qui affame les gens et qui tue. Et ça, c'est le point normal. C'est comme ça. Et donc là, maintenant, il y a quelqu'un, il n'y a pas de super-héros, pas de pouvoir. Juste un homme qui pense qu'il va pouvoir essayer de changer ça de l'intérieur. C'est drôle parce que les gens utilisent ces mêmes insécurités-là de la population pour pouvoir les subjuguer. Quand je pense encore à l'autre demoiselle là, voilà encore un autre exemple de quelqu'un qui utilise les mots, les belles paroles. En fait, dans cet animé-là, oui, t'as de l'action et tout, mais l'action, elle n'est qu'au deuxième plan. Hein. La domination, la conquête des territoires se fait vraiment par le verbe, par l'éloquence. Dans cet animé-là, en fait, c'est que tout le monde... C'est intéressant parce que du coup, Aoteru n'est pas le seul à le faire. On dirait que dans l'anime, en fait, le pouvoir principal, c'est l'éloquence et c'est le fait, en fait, de pouvoir manipuler les gens par la parole. Et c'est dans tout ce micmac-là que Aoteru, lui, va devoir se lever et s'en sortir, va devoir, en fait, surpasser tous ces beaux parleurs pour pouvoir être au top et réussir son truc. Un autre thème assez intéressant, c'est la question idéologique. Ce qui est intéressant avec Nippon Sengoku, c'est qu'il existe une petite tension, si tu veux, qui peut transparaître sur le monde actuel. On est dans un Japon qui a tout perdu, ok, et qui est revenu à l'époque des samouraïs, l'époque Bushido, tout ça, de l'époque qui a été abolie à un moment donné pour arriver à une nouvelle ère où le Japon a pu se développer correctement.
Le héros, en fait, il incarne toutes les valeurs traditionnelles de samouraï. La maîtrise, la stratégie, le respect, le savoir. Est-ce que la série dit pas que la solution du Japon, c'est de retourner aux racines? Parce que si tout ce qui a été fait jusque-là, en fait, ne fonctionne pas, et que peut-être qu'il serait temps que au sein du pouvoir, au sein du régime politique, en fait, on retourne à des valeurs un peu plus traditionnelles. Est-ce que cet animé-là, en fait, n'est peut-être pas, si j'ai envie de dire, une suggestion politique? On peut le voir comme ça. C'est pas, je dis pas que c'est ça, hein. Mais quand je regardais l'anime, en fait, je me dis, mais est-ce que peut-être c'est pas jusque là qu'ils vont aller, en fait? Suggestion d'un retour aux racines. Ça se trouve, l'anime veut juste nous dire que, le pouvoir est dangereux quand il est entre de mauvaises mains, peu importe l'époque. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, cet épisode ne suffisent pas. Honnêtement, cet épisode ne suffisent pas à trancher, et je pense justement que c'est pour ça que je suis là encore en train de regarder pour essayer de comprendre aussi vraiment où est-ce qu'ils vont en venir au niveau de cette thématique là. Bon, les limites de Nippon Sengoku. Bon, on a déjà parlé du premier épisode qui était dense, rapide, parfois brutal, mais bon, après à un moment donné, je pense que ça, on avait besoin de ça pour pouvoir continuer à avancer dans les autres épisodes. C'est sûr que beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé, mais moi je trouve que c'était un mal plutôt nécessaire pour pouvoir mettre le setting, pouvoir comprendre le personnage et pour pouvoir voir comment est-ce que sa motivation va naître. Surtout en parlant de motivation, il y a un terme intéressant qui est souvent utilisé dans le jargon animé, ça s'appelle le freeging. Le freeging, en fait, qui en gros est, si tu veux vulgariser ça, c'est le fait de faire clamser la copine du héros pour pouvoir lui donner un boost émotionnel afin qu'il puisse pouvoir atteindre ses objectifs. Donc du coup, ici on va parler du freeging de Saki. Et bien que c'est l'un des troupes les plus usés de la fiction, même pas des animés, de la fiction, je trouve que là, en fait, c'était normal. Pour moi, c'était mérité. Alors oui, on peut dire que non, je sais pourquoi, et en plus encore, c'était la plus courageuse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on peut s'étaler sur ces débats-là jusqu'à demain et on ne trouvera aucun terrain d'entente. Mais moi, je pense sincèrement que ça valait la peine. Pourquoi ça valait la peine? Parce que elle représentait exactement tout ce que Aoteru n'était pas. Et pour quelqu'un, en fait, qui allait se battre dans un environnement où il y a que des gens qui manipulent les pensées, qui manipulent les paroles, qui sont très bons, ce que j'appellerais de l'ingénierie sociale, il fallait que lui, qui ait les capacités de faire un boost. Parce que si ça n'aurait pas été le décès de sa compagne, il n'aurait jamais cette ambition-là de le faire. Alors oui, pour lui, en fait, il est tranquille et tout. Bon, pour lui, littéralement, le mec, si vous regardez le premier épisode, lui, il est OK avec vivre dans ce régime. Aussi, en tant qu'il soit avec sa famille, il est OK. Or, ce mec a le potentiel de pouvoir changer les choses. Et du coup, le décès de sa copine était bien placé pour pouvoir lui permettre d'avoir un wake-up call, de lui faire réaliser, en fait, que le monde doit changer, de lui donner cette ambition-là, en fait, d'être celui qui va provoquer le changement de ce monde-là, parce qu'il en a les capacités et que malheureusement, si ce n'aurait pas été le décès de sa copine, il ne serait aucunement prêt à les utiliser. Alors oui, le freeging ici a été utilisé sur Saki, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour pouvoir expliquer la motivation qu'avait Aoteru de pouvoir changer les choses. Parce que oui, il voyait tout ce qui se passait autour de lui, mais tout le monde, ça ne l'affectait pas. Le personnage, c'était dans sa nature. Du coup, il fallait ce déclenchement-là pour que finalement, en fait, ça l'atteigne et qu'il comprenne que ça ne n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut lui arriver aussi. Et donc, qu'il prenne les devants pour changer le monde parce qu'il a les capacités de le faire. Et il fallait juste ce déclic-là. Alors non, je trouve pas que c'est mal placé. Au contraire, c'est triste à dire, mais c'était vraiment très bien placé. Sinon, à part ça, perso, moi, j'ai pas vraiment trouvé de limite à cet animé-là, personnellement. J'ai lu que les gens trouvaient que le gouverneur Taira était un méchant un peu trop générique. À mon avis, je trouve que non, pas forcément. Il est un peu différent, dans le sens où c'est le genre de méchant, en fait, limite, il est comiquement mauvais, en fait. C'est quand tu le vois, en fait, donner des ordres d'exécution, des trucs comme ça, genre, il est là comme ça, genre, mais en fait, il fait peur. Il fait peur. Il fait peur. Genre, tu le prends pas au sérieux, mais ne pas le prendre au sérieux va causer ta perte. Parce qu'il est vraiment très méchant, très mauvais. Et au contraire, je trouve que quand même, c'est une très bonne caricature de méchant, en fait. Le mec, on s'attend pas à ce qu'il soit comme ça, mais en fait, c'est lui le gars dangereux. Genre, si on énerve, ça va faire mal. J'ai envie de comprendre comment est-ce que notre cher ami Aoteru va faire pour l'atteindre, sachant que il est enraciné de la famille impériale
et il n'y a aucun monde où tu peux le toucher en fait. Même le grand Ryumon plie devant lui parce que peu importe ce qu'il dit pour le contrer, il a l'empereur dans sa poche. Après, on est qu'à 5 épisodes. Peut-être que c'est that good et que les limites viendront peut-être après un peu plus tard. Et que pour le moment, il n'y a pas tant de limites que ça. Mais moi, en vrai, je n'ai pas vraiment trouvé de limites. Hein. Je n'ai pas trouvé de limites à Japan beaucoup. Très très bon animé honnêtement. Et je ne vais pas m'aventurer à dire que c'est un animé qui n'aura pas de défauts ou qui n'a peut-être pas de petits défauts par-ci par-là. Non, c'est vraiment mentir. Mais des considérables encore, je n'en ai pas encore trouvé. Après, peut-être que c'est ma perception qui est différente. Peut-être que je ne suis aussi classique épisode. Peut-être qu'après, le temps me donnera raison ou tort. Tout ça, on verra. Enfin, voilà, hein, c'est tout hein, pour ce que je pense hein, de Nippon Tengoku. Franchement, c'est un animé très, très agréable à regarder. Et il n'est pas parfait. Clairement pas parfait. Mais dans une saison, la plupart des animés jouent la sécurité ou répètent encore la même chose à chaque fois, si je peux dire ça comme ça. C'est l'un des seuls où se traiter comme un adulte. Et ça, c'est vraiment top. Et ça se respecte. Je le placerai dans mes animés préférés, dans mes nouveaux animés préférés de la saison. En fait, ça aurait été le numéro 1 si ce n'est pas à cause d'un autre animé dont on parlera dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette petite revue, n'hésitez pas à liker, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très pour une nouvelle vidéo. Si ça pourrait être nos vidéos proches, c'est pour moi. À la prochaine.